L'origine du mot neurodiversité revient au journaliste Harvey Bloom et à la militante de la défense de l'autisme Judy Singer dans les années 90. La neurodiversité n'est pas juste un concept, c'est une réalité biologique, physiologique, tout comme la biodiversité. En fait, c'est la diversité des fonctionnements humains. Avec les empreintes digitales, le cerveau humain est le seul organe qui est différent d'un être humain à l'autre. À la différence que les empreintes digitales ne changent pas, sauf si on se brûle ou si on a un accident. Le cerveau a une caractéristique principale, sa caractéristique principale est sa plasticité. Le cerveau, dès lors que l'enfant a un cerveau dans le ventre de sa mère, se modifie, et ça tout au long de la vie. C'est un organe qui est plastique et qui se modifie en fonction des conditions dans lesquelles il évolue. Quand on parle de neurodiversité, c'est donc le spectre, un spectre très large qui va du fonctionnement du cerveau humain, donc du fonctionnement du cerveau à l'état typique, qui représente à peu près 80% de la population, au fonctionnement du cerveau à l'état atypique, qui représente à peu près 20% de la population, donc à savoir une personne sur 5. Il n'y a pas de cerveau neuronormal, il y a des cerveaux qui ont un fonctionnement typique et des cerveaux qui ont un fonctionnement atypique. Et grâce à l'avancée des recherches en neurosciences et aux connaissances médicales, on peut aujourd'hui définir les profils de la neurodiversité qui sont le TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, les différents troubles 10, la dyslexie, la dyspraxie et la dysphasie. La dyslexie, c'est un trouble du langage écrit, la dysphasie est un trouble du langage oral et la dyspraxie, un trouble du geste. Ces troubles peuvent en induire d'autres qui sont la dyscalculie, la dysgraphie et la dysorthographie. Il y a également le TSA, le trouble du spectre de l'autisme, qui est un spectre très large, qui va d'un degré très léger à un degré très sévère, comme les personnes autistes non verbales. Il y a également le haut potentiel intellectuel, qui fait partie de la neurodiversité, qui n'est pas un trouble, comme le TSA, le TDAH et les troubles 10 qui sont des troubles du neurodéveloppement. Le haut potentiel intellectuel est un fonctionnement différent du cerveau. Et il y a également le syndrome de Gilles de la Tourette qui fait partie des profils de la neurodiversité. On en parle souvent comme des handicaps invisibles. Or, même si ce sont des fonctionnements qui parfois peuvent être handicapants, ce ne sont pas forcément des handicaps. Il n'y a pas forcément de reconnaissance handicap ou de reconnaissance MDPH pour les enfants et reconnaissance RQTH pour les adultes. Pour une personne qui a une dyslexie, pour une personne qui a un TDAH, encore moins pour une personne qui a un haut potentiel intellectuel. De manière générale, le système scolaire français est, comme on le disait tout à l'heure, un petit peu en retard par rapport à d'autres pays. Et la neurodiversité n'est pas un sujet qui est encore bien compris. Et beaucoup d'élèves, que ce soit dans le système scolaire ou dans le système post-bac universitaire, beaucoup d'élèves sont en échec, en décrochage. Alors avant même d'arriver dans les études post-bac, il y a beaucoup d'élèves qui sont en décrochage scolaire, qui sont en échec, qui sont déscolarisés, alors même que, par exemple, encore une fois, c'est mon exemple personnel, mais j'ai un fils qui a un haut potentiel intellectuel, donc il a un QI qui n'est même pas calculable, tellement il est élevé, et pourtant, il a été déscolarisé en seconde à 16 ans, parce qu'il n'était pas du tout adapté à l'école. Or, en fait, ce n'est pas du tout lui qui n'est pas adapté à l'école, c'est l'école qui n'est pas adaptée à son fonctionnement. C'est la même chose pour les étudiants. Il y a vraiment une connaissance, une reconnaissance des profils de la neurodiversité qui est nécessaire dans le système scolaire. Et s'ils ont la chance de passer cette étape du système scolaire et d'arriver dans les études supérieures, c'est pareil, il faut avoir vraiment une meilleure connaissance et reconnaissance de la neurodiversité. Par exemple, en Angleterre, à Londres, il y a eu une étude qui a été faite dans les prisons et de cette étude est ressorti que la moitié des détenus, c'est énorme, la moitié
avaient un trouble d'apprentissage, un trouble 10, un TDAH, ce qui prouve bien que en fait, ce sont des élèves, des enfants qui ne sont pas reconnus et dont le système scolaire, auquel le système scolaire n'est pas du tout adapté et qui se retrouvent en échec. Et là, le décrochage scolaire est compliqué, c'est difficile de les ramener. Mais là, il y a encore un enjeu, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour les entreprises, d'aller chercher des talents. C'est-à-dire que ces jeunes-là, qui sont sortis du système, justement, ce sont des jeunes qui ont d'énormes qualités, qui peuvent être de très bons développeurs, de super designers, mais ils ont été exclus du système. Et donc, ils passent au travers, ils sont complètement en dessous des radars, mais d'aller les chercher ailleurs, encore une fois, ça peut être un atout pour l'entreprise parce qu'ils ont des vraies qualités, des vraies compétences que d'autres n'ont pas. Mais comme ils n'ont pas eu la possibilité de passer cette étape, de passer vraiment cet obstacle, pour certains c'est un vrai obstacle, qui est le système scolaire et de rentrer dans des études supérieures, on se passe d'une certaine catégorie de la population qui pourrait justement être un réel atout et qui est une vraie richesse pour la société et pour l'entreprise. Les acteurs de l'éducation, les enseignants, les professeurs ne sont pas ou peu formés sur le sujet de la neurodiversité, alors que, comme le médecin traitant, ce sont les premiers, notamment en maternelle, à pouvoir identifier des difficultés d'apprentissage chez leurs élèves. Alors, si on n'a pas été identifié, diagnostiqué à la maternelle, on peut l'être au primaire, au collège, mais on peut l'être aussi après. Donc en fait, si l'ensemble des acteurs de l'éducation étaient formés, les élèves, les étudiants pourraient suivre un cursus scolaire et un cursus universitaire normal et faire ce qu'ils ont envie de faire, vivre leurs rêves et aller au bout d'un métier, d'une formation, ce qui n'est pas le cas de tous. Comme à l'école, on peut mettre des aménagements en place dans les études supérieures. Les enseignants des universités, des BTS, quelles que soient les études supérieures, peuvent mettre en place des aménagements pour les étudiants qui ont des besoins spécifiques. On parle de besoins spécifiques, ça peut être un ordinateur, ça peut être de donner le cours papier, ça peut être de comprendre qu'un étudiant ne peut pas écouter et écrire en même temps et à ce moment-là, il peut enregistrer le cours. Voilà, c'est encore une fois de donner et de permettre des aménagements pour que l'étudiant puisse suivre son cursus de la manière la plus aisée possible. Et là, il peut réussir, il peut être excellent, tout comme à l'école et comme le collaborateur en entreprise, dès lors que l'étudiant est dans un environnement sécurisant, favorisant ses capacités, ses qualités, son efficacité, sa créativité. C'est un étudiant qui va être excellent et qui va brillamment réussir ses études. De la même manière que les enseignants, les professeurs devraient être formés, c'est la même chose. Quand on accompagne des étudiants dans leur recherche d'emploi ou dans leur orientation, il faut avoir été formé, sensibilisé, connaître, en avoir conscience et connaissance pour pouvoir les accompagner au mieux. Comprendre les étudiants qui ont un profil atypique permet de les accompagner au mieux en prenant en compte leurs qualités, leurs atouts et leurs défis.